Donc, entrons de plein pied dans le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est une grosse révolution dans l'histoire de l'art insulaire. C'est la découverte de l'art baroque. Et le baroque, ça va devenir une folie furieuse pour les Corses. Ils vont trouver ça absolument passionnant. Ils vont se jeter à corps perdu dans le style baroque avant beaucoup de grandes villes italiennes. On va adopter très tôt le style baroque en Corse et on va le faire perdurer très tard. Alors déjà, d'après les dernières statistiques, il y a une bonne trentaine de peintres documentés en Corse au XVIIe siècle qui s'expriment avec les canons de l'art baroque. Donc voilà, le premier peintre baroque connu, c'est un Corse, 100%. Alors c'est amusant parce que là, vous avez un tableau qui se trouve dans l'église de Ville di Pietrabugno. Ce tableau a été vu par Venanzio Belloni. Venanzio Belloni, c'est le plus grand historien de l'art génois du XXe siècle. Il avait fait quelques séjours en Corse, il a étudié la peinture qu'il a vue dans les églises et il a vu ce tableau. Et ce tableau est signé. Ce tableau est signé Niccolao Castiglioni. Quand Venanzio Belloni, historien de l'art, voit un tableau pareil signé Niccolao Castiglioni, avec la date 1628, il dit « Ah, un Génois ». Et oui, on a une famille génoise de Castiglione, très actif, des peintres génois qui portent ce patronyme à Gênes. Et il dit, ce tableau 1628, il est en pleine concordance avec le style baroque qui accourt à Gênes à cette époque-là. C'est très tôt. C'est un Castiglione. On l'a oublié dans l'arbre généalogique des peintres Castiglione, mais c'est certainement un Génois. Sauf que, quand on étudie les documents d'archives, on a pu établir l'arbre généalogique de Niccolao Castiglione et on suit son origine. Niccolao Castiglione, son grand-père arrivait de Castiglione et di Giovellina. Donc, il n'est pas très loin de Corte, sur la route entre Bastia et Corte. Donc, c'est un originaire de Castiglione et qui vient s'installer à Bastia, d'où le surnom Castiglione, puisqu'il arrivait de ce village-là. Et son petit-fils va porter comme lui le prénom de Niccolao. Pourquoi? Parce que l'église paroissiale de Castiglione, la vieille, pas celle qui se trouve actuellement au centre du village, l'ancienne église paroissiale de Castiglione, est dédiée à Saint-Nicolas. Donc, ne cherchez pas, ce n'est pas un Génois. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'un Corse réalise une œuvre baroque de cette qualité-là, très tôt, en 1628. Voilà la signature, 1628 Nicolaus Castiglionis Pingebat. Voilà un détail de la Vierge à l'enfant. Au passage, on remarquera le réalisme du visage de l'enfant. Tous les peintres vous diront que la chose la plus difficile à peindre, c'est le portrait d'un enfant. D'abord, ça bouge constamment, donc c'est difficile de les faire tenir tranquilles. Et en plus, c'est très facile à rater. La plupart des portraits d'enfants du Moyen-Âge, les enfants Jésus, ressemblent à des petits vieux, parce que les peintres maîtrisent mal. Voilà. Or, on notera avec plaisir que notre peintre corse baroque, le premier de la série, il maîtrise parfaitement ces visages enfantins. On voit autant dans le visage de l'enfant que dans ceux des angelots. C'est mignon. Et on retrouve chez lui, comme chez notre ami Niccolò Corso, ce goût pour la richesse évasique, j'en rajoute, du damas de soie, de la broderie d'or, de la dentelle. Et voilà sa Sainte Catherine qu'il va coiffer à la dernière mode, on dirait Marie de Médicis. Il va lui tresser ses cheveux avec des rangs de perles et des rubans. Donc là aussi, voilà Sainte Catherine d'Alexandrie face à Sainte Lucie qu'on vient de voir. Ce goût pour les étoffes riches, les pièces d'orfèvrerie, c'est aussi un art qui se veut un art de cour. Ça ne se veut pas un art populaire.
C'est un art savant. C'est le miroir des modes. Alors voilà un tableau, le détail d'un tableau de 1627, donc un an avant celui que l'on vient de voir. C'est le détail d'un ange, c'est une scène de l'Annonciation. Et alors que la plupart du temps, on représente des anges vêtus de vêtements colorés, là, Niccolao Castiglione, il s'en donne à cœur joie dans le vêtement raffiné, hein, avec des étoffes polychromes. Ce sont des tissus. Il faut imaginer que des tissus comme ça sont tissés sur des métiers et que ça vaut la peau des yeux. Ce n'est pas des toiles, c'est pas des cotonnades imprimées. Hein, ce sont des tissus, ce sont des soieries. Donc ça démontre aussi que le commanditaire et que le peintre connaissent fort bien ce type de tissu. Alors voilà une toile de petit format qui se trouve dans l'église de Campi, une toute petite église, et le tableau est en proportion. Et voilà un détail d'un grand tableau qui se trouve dans l'église de Speloncato, mais j'ai isolé ce détail-là pour que vous rentriez dans la facture du peintre. Et regardez l'extrême douceur, maîtrise avec laquelle il rend ce portrait. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et nous sommes, j'insiste là aussi, on n'est pas devant une peinture populaire. Alors, le XVIIe siècle, outre Niccolao Castiglione, on a une personnalité importante qui est Marcantonio de Santis. Alors Marcantonio de Santis, voilà un exemple différent. C'est quelqu'un qui arrive d'Italie, donc c'est un Napolitain, puisqu'il est né à Benevento, à quelques kilomètres dans l'état de Naples. Et il s'installe à Bastia en 1647. Il va se marier à Bastia, et c'est ce qui explique qu'il ne quittera plus la Corse jusqu'à sa mort vers 1681. Et il va peindre énormément. Il va laisser aussi énormément de documents d'archives. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir qu'il a résisté quelques temps à mes investigations, parce qu'au départ, je croyais qu'ils étaient trois. Trois personnes portant le même nom, le même prénom, sont présentes très souvent dans les documents d'archives du XVIIe siècle. D'un côté, on a le Pittore Marcantonio de Santis. D'un autre côté, on a le luogotenente Marcantonio de Santis, donc un lieutenant, un militaire. Et on a enfin un curé, le Reverendo Prete Marcantonio de Santis. Alors, un curé, un militaire, un peintre. Bizarre. Sauf que c'est la même personne, mais pas à la même époque. Quand il arrive, il se marie avec une Bastiaise. Il est passionné par sa femme, tout va très bien, mais elle meurt en 1661. Quand elle meurt, il est inconsolable, il rentre dans les ordres, il se fait prêtre, mais il continue à peindre. Et puis, le temps passant, la cousine germaine de sa femme se retrouve veuve avec des enfants en bas âge. Alors, généreusement, il lui ouvre la porte de sa maison. Et il se passe ce qui devait se passer. Ils ont un enfant illégitime tous les deux ensemble. Scandale? Pas du tout. Donc, Marcantonio de Santis rédige son testament et il prend pour, comme exécuteur testamentaire, Monseigneur l'évêque. Et il désigne Monseigneur l'évêque comme le tuteur de son fils illégitime. Alors là, ça démontre une largesse d'esprit peu commune. Et puis finalement, la nature étant plus forte, Marcantonio de Santis demande à être relevé de ses vœux. Il abandonne la prêtrise, il épouse la dame en question, à qui il fera encore 3 enfants. Et comme c'est un riche notable, on lui fait l'honneur de le désigner comme lieutenant de la milice bastiaise. C'est pour ça que certains documents l'appellent le luogotenente Marcantonio de Santis. Donc vous voyez, une vie romanesque au possible. C'est dommage, quelqu'un qui avait été complètement oublié. Alors là, vous avez sous les yeux une de ses œuvres, l'œuvre qui m'a permis de mettre un corpus de tableaux sur ce nom qui sortait des archives. Voilà, c'est un tableau qui se trouve dans l'église de San Martino di Lota.
qui a été restauré il y a quelques années. Voilà l'état avant restauration. Et vous remarquez que sous les pieds de la Vierge, il y a une pierre avec une inscription. Voilà cette pierre. Sur la face de la pierre, il y a une inscription qui donne le nom du notable qui a payé le tableau. Donc, c'est le Sumptibus, ça a été fait aux frais de Anton Nobile Mattei, bon, en 1664. Et sur la tranche de la pierre, il y a une inscription plus discrète, mais, comment dirais-je, hermétique, avec une suite de signes kabbalistiques bizarres. Le Pingebat à la fin nous fait penser que c'est la signature d'un peintre. Et en ayant rassemblé tous ces documents d'archives, un jour je me suis dit, Marc-Antonio de Santis, mais voilà, c'est ça. Ce sont des monogrammes. Donc vous avez le premier groupe de lettres, c'est M-A-R, lié, Marc. Le deuxième groupe, c'est A-N-T, Antonio, D, point, Santis, écrit avec un A, un N et un T lié, Santis. Voilà. Donc, CQFD, celui qui a fait ce tableau-là, c'est notre Marc-Antonio de Santis, ce bonhomme à la vie romanesque extraordinaire. Du coup, on peut lui attribuer tout un tas de tableaux signés de façon hermétique. Voilà par exemple un tableau qui se trouve dans l'église de Silvareccio et qui date de 1652. Regardez sous les pieds du personnage central, Saint Jean-Baptiste, qui pose le pied sur un caillou. Quand on regarde le caillou de près, on retrouve là aussi une signature hermétique avec des lettres liées, M-A-R-A-N-T-D.S, Marc-Antonio de Santis, 1652. Voilà un autre tableau qui se trouve à Loriani, sur le territoire de la commune de Cambia. C'est un martyr de Sainte Catherine d'Alexandrie. À ses pieds, une roue brisée, que vous voyez en détail, qu'on va voir en plus gros, avec la même inscription, Marc-Antonio de Santis, Fecit, le F à la fin est pour Fecit, 1655. Marc-Antonio, bien que basé à Bastia, rayonne sur toute l'île, puisqu'on trouve des œuvres de lui, on en trouve deux, dans le couvent de Santa Lucia di Talano, donc bien dans le sud. Vous voyez qu'il y a un angelot qui tient un phylactère, un ruban avec une inscription, et dans le dernier pli du ruban, il y a 1664 M-A-R-A-N-T-D.S. Donc Marc-Antonio de Santis. Marc-Antonio de Santis, on ne peut pas dire que ce soit un peintre baroque. Il est encore très marqué par le maniérisme. C'est encore très dessiné, c'est encore un peu, allez, je vulgarise, botticellien. C'est très dessiné, c'est très, très maîtrisé, très graphique. Donc c'est plutôt du maniérisme tardif. Mais c'est la période baroque. C'est ce qui se fait aussi à la même époque à Florence. À Florence, le baroque va mettre beaucoup plus de temps à s'installer qu'à Gênes, par exemple. Et on va avoir beaucoup de peintres qui font encore du maniérisme tardif, alors qu'on est passé au baroque dans d'autres régions. Les deux styles cohabitent. Il est quand même l'auteur de choses tout à fait remarquables, tel le détail de cette Sainte-Cécile qui se trouve dans l'église de Scate, où on trouve là aussi un goût pour le bijou, les coiffures élaborées, qui finalement correspond au goût des commanditaires corses. En fait, si vous voulez, on a un tel amour pour les saints personnages qu'on les part volontiers. C'est un peu l'idole que l'on va charger de bijoux pour exprimer la dévotion que l'on a envers elle. Alors, un autre peintre du XVIIe siècle, incontournable, intéressant, Carlo Lorenzo Farinole. Alors, Farinole, sa famille arrive du village de Farinole, à la base du Cap Corse, dans le Nebbio. Donc, on suit son arbre généalogique. On a vu que son père était menuisier ébéniste, et c'est lui le premier qui vient s'installer à Bastia. Et du coup, on le baptise Farinole, du nom de son village d'origine. Alors,
Carlo Lorenzo va être un bon peintre du XVIIe siècle. Il va avoir 3 fils, donc 2 qui seront placés dans la haute hiérarchie épiscopale. Il y en a un qui va être... ils vont être tous les 2 chanoines à la cathédrale de Bastia. L'un va être cancelliere de l'évêque et l'autre va diriger le séminaire. Voilà. Et l'autre va être directeur du séminaire de Bastia au début du XVIIIe siècle. Donc, on verra d'ailleurs ce que fait le fils, un 3e fils, Saverio, qui va devenir peintre lui aussi, qui va travailler dans le goût du XVIIIe siècle et plus du tout dans le goût de son père. Donc là, pour l'instant, on en est à Carlo Lorenzo, peintre du XVIIe. Donc là, un tableau de 1682, signé et daté dans l'église d'Olmetta du Cap. Voilà un détail qui montre la facture du peintre. Voilà une autre œuvre qui se trouve dans l'église de Mausoleo, dans le Giunsani. C'est une œuvre qui évoque quelque chose dans l'esprit de l'historien de l'art que je suis. Je vous expliquerai après pourquoi. D'abord, 2 mots sur la signature. C'est un tableau qui est signé. On pourrait, la plupart du temps, les gens cherchent les signatures dans les coins, en bas, des tableaux à droite ou à gauche. Ben, pas forcément. Là, la signature se trouve au milieu du tableau, sous le nuage de la Vierge, dans la partie sombre, brune. C'est écrit en noir. Donc voilà la zone avant restauration. Carolus Laurentius Farinola, donc c'est écrit à la latine. Bastillé Pingebat. 1680. Donc, une belle facture, hein, on voit une belle maîtrise des volumes, de la lumière, c'est pas mal du tout. 1680. Mais ce que je vous disais, un tableau comme ça, chez l'historien de l'art que je suis, ça m'évoque quelque chose. Alors c'est pour ça que je vous dis un air de déjà-vu. Oui, pourquoi ? Parce que c'est une version réduite d'un très grand tableau qui se trouve dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Bastia et qui a été commandé au plus grand peintre génois de l'époque, Domenico Piola. Et on voit que ce tableau qui a été commandé à prix d'or pour une église bastiaise, une grande église bastiaise, va inspirer un petit peintre local qui va utiliser ce modèle gratuit qu'il a sous le nez pour en faire une version réduite pour un petit village du Giunsani, à l'intérieur des terres. Donc vous voyez qu'il reprend fidèlement le groupe des 2 pécheresses qui sont dans l'angle inférieur, le groupe constitué par l'ange qui tire l'élu du brasier de l'enfer, et la position de la Vierge aussi. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que les grands édifices de Bastia, à l'époque Bastia c'est la capitale de la Corse, c'est là où se trouvent les plus grandes richesses de l'île, enfin les hommes les plus fortunés. Donc on fait venir des tableaux très coûteux. Et ces tableaux très coûteux des églises bastiaises vont servir de modèle à l'école de peinture locale. C'était un exemple. Alors, un autre peintre du XVIIe siècle corse important, Giuseppe Maria Casalta, domicilié à Prunelli di Casaconi, mais originaire de Casalta, voilà le pourquoi du comment de son patronyme, et dont l'activité picturale est suivie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, entre 1687 et 1713. Donc là, on a un tableau, une sainte parenté, qui se trouve dans l'église de Valle d'Orezza. Et c'est un peintre, Giuseppe Maria Casalta, qui n'est pas urbain. C'est donc un peintre de campagne. Alors vous voyez quand même que pour quelqu'un qui ne vit pas en ville, c'est quand même de la peinture qui tient debout. Notamment le portrait de la Vierge, qui n'est pas sans rappeler la peinture, l'art de Georges de la Tour. Vous voyez ces visages très ovoïdes, avec ces carnations un peu d'ivoire, qui était le goût à l'époque. Donc il peint
selon la mode de son temps, même s'il vit dans un petit village dans la Kastanice. Il est visiblement très intéressé par la morphologie féminine, puisqu'il a des portraits de femmes tout à fait ravissants, très bien maîtrisés. Voilà une belle expression de la douleur chez cette Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. C'est un tableau qui se trouve dans la confrérie de Vescovat. Vous voyez la maîtrise avec laquelle il rend l'expression. Une Sainte Catherine de Sienne avec ce cou démesurément long. Mais quand il s'exprime et qu'il traduit des personnages masculins, il est moins soigneux. On se doute quelque part qu'il ne devait pas attirer chez lui des hommes pour poser, alors que des jeunes filles, il devait souvent leur dire « J'ai besoin d'un modèle, viens me voir », je pense. Voilà un tableau qu'il a réalisé pour l'église de Tralonc. Là aussi, un air de déjà-vu. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le même tableau que précédemment. Donc vous avez un second exemple de cette popularité des tableaux des églises bastiaises, qui sont des modèles gracieusement fournis aux peintres locaux. Et voilà un portrait de notable. Alors au passage, vous noterez qu'il s'agit d'un notable de San Giovanni di Moriani. Donc ce n'est pas un bastier, c'est un petit village. Et vous voyez comment sont habillés les notables corses des petits villages. C'est à mettre en parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec les donateurs. Un homme habillé comme ça peut circuler à Paris ou à Madrid sans faire pâle figure. Je veux dire, il est vêtu à la mode du temps.